tous et bonjour aux participants. Je suis Julie de BFC Numérique et je suis très heureuse de vous accueillir avec la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté pour ce deuxième atelier sur les bonnes pratiques pour utiliser son site internet. Je vais laisser la parole à Alexandre Foulon de Brenitech. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, je vais me présenter rapidement et puis je vous laisserai faire un rapide tour de table, juste histoire d'identifier un petit peu les secteurs d'activité de chacun et surtout si vous avez déjà un site internet ou pas, ce qui me permettra aussi d'adapter les conseils aussi au fur et à mesure. Je vais vous présenter, alors je vous active le partage. Est-ce que du coup tout le monde voit le PowerPoint, c'est bon? Oui. Donc, la thématique d'aujourd'hui, ça va être, comme l'a dit Julie, les conseils pratiques pour bien utiliser son site internet. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon rapide. Vous allez voir que c'est très riche et varié, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va pouvoir quand même déjà avoir les meilleurs conseils dans un premier temps pour aller au plus efficace et au plus pertinent. Donc je me présente, moi c'est Alexandre Foulon, je suis à la fois vice-président de BFC Numérique, en charge de la transition numérique et de l'accompagnement local, et également directeur fondateur de Brenitech, une agence web spécialisée dans le développement de solutions sur mesure. Alors si vous le voulez bien, du coup je vous laisse faire un petit tour de table rapide. Bon, je vais démarrer puisque personne ne prend la parole. Bien. Donc, je me présente. Moi, je suis Jean-Christophe Delcambre. Je suis directeur accession et communication chez Habitat 70. D'ailleurs, on est en force avec mon équipe. Ils se présenteront tout à l'heure. Donc, Habitat 70, c'est un bailleur social départemental. Donc, comme le dit le 70, en Haute-Saône. Nous, on a un patrimoine de 12 000 logements environ et on loge à peu près 20 000 locataires. D'accord. Et donc vous avez déjà un site internet? Oui, on a un site internet, on est en pleine expansion sur le digital. Et donc, les thèmes présentés par la Fédé nous intéressent pour voir si on n'a pas encore quelques petits trucs, quelques astuces à récupérer pour encore être encore plus performant, on va dire. Voilà. Parce que je pense qu'on est voilà, toujours à l'affût de comment s'améliorer. Très bien. Voilà pour moi. Moi, c'est Thomas. Je suis chargé de communication digitale chez Habitat 70, donc dans l'équipe de Jean-Christophe Delcambre. D'accord. Et je suis ravie de vous accueillir en fait à l'occasion de ce webinaire organisé avec BFC Numérique. Monsieur Foulon, peut-être interpeller les personnes pour qu'elles puissent s'exprimer les unes après les autres, parce que sinon. Monsieur Blochet, par exemple. Oui, Thierry Blochet, bonjour. Donc moi je suis un ancien DSI d'un groupe international, je suis en reconversion. Je vais donc créer ma société 100% Internet par recommandation de prestations immobilières au forfait, c'est-à-dire une action égale un tarif, une petite révolution peut-être dans l'immobilier. D'accord. Et donc vous avez déjà aussi un site internet? Je vais le créer, je ne l'ai pas créé encore. D'accord. Ok, d'accord. Monsieur Delabre? Je ne sais pas si vous nous entendez, monsieur Delabre. Bon. Noël, sinon. Monsieur Delabre a répondu par message, il n'a pas de micro. Il n'a pas de micro. D'accord, ok. Chargé de communication dans une entreprise générale. Ok. Et chargé donc c'est peut-être une femme. Et donc, est-ce que vous avez un site internet déjà actuellement? Je regarde dans la conversation. Bon. Noël, sinon? Alors Noël, ça doit être moi. Oui, tout à fait. J'ai pas d'autres informations, donc. Bon, sinon c'est François. D'accord. Moi j'ai un site internet
D'accord. J'accompagne dans le secteur du bâtiment les entreprises pour déployer le lean management. Et donc, ce qui fait que, comme le disait l'intervenant précédent, c'est d'être à l'écoute des bonnes pratiques, quoi. Et comme je suis seul dans ma structure, j'ai un site, mais bon, et pour l'instant, il vivote. Donc, j'aimerais lui donner un peu de peps. D'accord, d'accord, tout à fait. Monsieur ou Madame Jugard? Je ne sais pas si vous nous entendez. Sinon, Madame Tissot? Bonjour, vous m'entendez? Oui, Parfait. tout à fait. Voilà, alors Justine Tissot de la menuiserie Tissot. On est fabricant de menuiserie extérieure bois et bois aluminium, installateur de produits aluminium et PVC. Et actuellement, on a un site internet, mais qui est plus du tout actuel. Donc, j'aurais aimé y voir un peu pour effectivement le refonder un petit peu et puis glaner des conseils là-dessus. D'accord, très bien. Voilà. Et il nous reste encore donc Justine, j'ai juste le prénom. Bonjour. Alors, je m'appelle Justine Benamou, je suis chargée de communication pour la société Perrin qui œuvre majoritairement dans l'Est de la France, mais aussi dans l'Ouest avec une agence à Nantes. On travaille principalement dans le secteur du second œuvre, tout corps d'État, en privilégiant donc les interventions auprès des professionnels. Et on possède effectivement un site vitrine depuis quelques années qui nous amène quelques contacts, mais pareil, on voudrait voir ce qu'on pourrait faire pour essayer de l'améliorer. À optimiser, quoi, d'accord. Très bien. Et il nous reste juste un invité, j'ai pas de nom. Excusez-moi, je vais me présenter et je vais juste connecter cette caméra. C'est pas par volonté, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ah bah non, la caméra n'a pas marché, excusez-moi. J'arrive pas à m'identifier, j'arrive pas à montrer mon visage, vous m'excuserez. Si me voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Si, on vous voit, c'est bon. Vous n'arrivez pas à marquer mon nom sur, sur l'application. Donc, ce n'est pas par souci d'être anonyme. Je m'appelle Florent Berthelot. Je suis un ancien chargé de mission du Conseil national de l'artisanat de la Fédération française. Et aujourd'hui, on a monté un cabinet conseil pour accompagner les entreprises sur leur volet stratégique avec une approche très globale. On est en train de lancer un dispositif dans ce sens-là au sein du réseau. C'est encore tout récent. Et je venais voir, à vide de curiosité, ce que proposaient les fédérations, d'une part, pour accompagner les entreprises sur ces aspects numériques, et également parce que j'ai plein de choses à apprendre avec notre site pour mieux le référencer. Voilà. D'accord. Je préviens que, bien évidemment, je rappellerai les collaborateurs de la Bourgogne-Franche-Comté pour expliquer plus en détail ce dispositif. Je vous remercie. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci à tous. Si vous voulez, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc, j'ai essayé de vous, comme je vous disais, hein, de faire un tour d'horizon le plus complet possible. Après, n'hésitez pas à la fin à me poser toutes les questions que vous avez. Et le petit PowerPoint aussi, je pourrais le mettre à disposition de BFC Numérique qui pourra vous le faire suivre si vous voulez retrouver les informations qu'on aura évoquées ensemble. Alors tout d'abord, déjà, pourquoi avoir un site internet? Donc je pense que vous l'avez tous compris, puisque vous en avez tous un pour différents usages. Ça va être que ce soit pour présenter vos activités, produits, services. Donc là, tout le monde est confronté à cette problématique. Valoriser vos produits ou vos prestations pour pouvoir justement les mettre en avant, donner de l'information aussi à vos clients, notamment en créant un lien direct avec eux, leur permettre d'être disponibles 24 heures sur 24 quand ils ont besoin d'informations. Pouvoir éventuellement sonder leurs opinions en fonction de vos besoins pour lancer un nouveau produit, un nouveau service. De maintenir et développer votre chiffre d'affaires. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez chacun eu un site internet qui vous a ramené quelques prospects, quelques contacts. Le but aussi de ce site internet, c'est de pouvoir justement vous aider à développer ce chiffre d'affaires. Vendre vos produits et services en ligne, quand c'est le cas pour certains. Vous pouvez aussi créer un site e-commerce.
augmenter votre notoriété et occuper un espace qui n'est pas forcément occupé par vos concurrents, qui des fois n'ont pas passé encore leur transition numérique ou utilisent uniquement les pages réseaux sociaux. Et puis bien sûr, ben, informer, comme je vous le disais, hein, vos clients et prospects avec toutes vos coordonnées pour pouvoir ben, avoir les informations qui leur seraient nécessaires à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est les principaux axes qu'on peut développer avec un site internet. Bien sûr, ça va bien au-delà. Après, ça peut passer par la gestion de votre entreprise, le pilotage de vos activités, le suivi de vos ventes. Voilà, un site internet maintenant vous permet d'accéder à répondre à tous les besoins en fait que vous pouvez avoir. Donc tout dépendra après de la phase de maturité de votre projet de transformation numérique. Donc on l'a bien compris, ça va être un outil important pour votre activité qui va refléter un petit peu votre société. Il y en a qui vont l'utiliser comme moyen justement de vente en s'appuyant exclusivement sur ce dispositif e-commerce. Et si on est aujourd'hui réunis pour avoir quelques conseils, c'est justement qu'il est important de bien savoir l'utiliser pour se faire connaître. Et je pense que vous l'avez vu aussi, vous m'avez parlé de problèmes aussi de référencement ou d'optimisation. Ce qu'il faut, c'est déjà le faire connaître à Google avant de pouvoir le faire connaître à ses clients. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de méthodes qu'on peut appliquer, donc il faut bien connaître, des méthodes qui sont aussi à éviter pour justement être mieux référencé sur Google, être plus facilement identifiable, pouvoir donner les informations nécessaires à vos clients et pouvoir justement optimiser tout ce travail que vous avez fait, investi dans ce site internet. Donc pourquoi je vous parle de Google exclusivement? Tout simplement, on va reprendre quelques chiffres, c'est 130 000 milliards de pages indexées, par Google, 20 milliards de sites visités par, Google par jour, 80 000 requêtes chaque seconde, 15 des requêtes, ce sont des nouvelles requêtes, donc c'est-à-dire que c'est des expressions, qui n'étaient pas tapées, lors des précédentes requêtes, des précédents jours. Plus de 110 millions de gigas de données qui sont stockées sur les serveurs du Google et ce pourquoi on va se concentrer principalement sur Google, c'est plus de 90 du trafic des recherches en France qui viennent par Google. Donc en France, on est à ce chiffre et à l'international, on est même encore au-delà, on est à presque 93. Donc ça reste le moteur de recherche sur lequel il faut vraiment se concentrer pour répondre à leurs bonnes pratiques en termes de structure et en termes d'exigence. Et c'est l'un des plus exigeants, donc ce qui permet aussi toutes les optimisations que vous ferez pour ce moteur de recherche à s'appliquer également aux autres. Donc Google, c'est un moteur de recherche qui est entièrement automatisé. On a ce qu'on appelle des robots d'exploration. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est tout simplement des petits logiciels qui vont venir parcourir le web pour chercher les nouveaux sites qui ont été mis en ligne. Donc ce qu'on appelle l'indexation. On va revenir un peu plus en détail, mais la plupart du temps, il va les trouver tout seul. Donc le fonctionnement de cette indexation, c'est tout d'abord une exploration. Donc il explore le web, il regarde qu'il y a des nouveaux sites à indexer, donc il regarde juste les adresses, donc votre nom de domaine. Ensuite, il passe à l'indexation, donc il va parcourir votre site internet en détail pour trouver toutes les informations qui lui seraient utiles pour faire la description, le titre, renvoyer en fait les bons résultats en fonction des expressions clés que vont taper les personnes qui vont rechercher sur le moteur de recherche. Et ensuite, la diffusion des résultats, c'est tous les types d'affichage que vous allez voir, que ce soit la fiche entreprise, le résultat de recherche, les éventuelles annonces. Donc voilà les trois grosses étapes de l'exploration. Et donc, comment on va pouvoir inclure votre site internet à Google? Donc, comme je vous le disais, la plupart du temps, il n'y a pas d'action qui est nécessaire, ça se fait automatiquement. Par contre, il peut arriver que certains sites soient oubliés ou alors que vous l'ayez mis en ligne très récemment. Donc, du coup, il y a quelques petites actions qu'on va pouvoir mettre en place pour, d'une part, lui donner plus de chances d'être inclus et d'autre part, accélérer justement l'indexation quand le site est assez récent. Donc la petite checklist qu'on peut faire pour vérifier que vous êtes présent dans les résultats de Google, tout simplement, en fait, il y a une méthode que vous pouvez pratiquer en tout simplement taper une recherche dans le navigateur. Vous tapez site, le nom de votre site internet, donc en fait le nom de domaine, et ça va vous permettre de sortir des résultats qui lient votre site internet à l'index Google. Donc si vous ne voyez aucun résultat, ça veut dire que vous n'êtes pas encore présent, qu'il n'a pas été indexé, qu'il ne connaît pas ce lien. Si au contraire vous voyez des résultats, ça veut dire qu'il a déjà fait son travail d'indexation. Donc normalement, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas vous trouver. Tout le reste, ce sera plutôt de l'optimisation pour remonter éventuellement dans les résultats de recherche.
Donc ça, c'est une expérience que vous pouvez tous faire vu que vous avez votre site internet. Vous tapez juste dans la barre de recherche site, deux points, et le nom de votre site internet. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que vous proposez du contenu de qualité? Alors, pourquoi c'est important? Parce que d'une part, vis-à-vis de vos clients, ça leur propose une meilleure expérience utilisateur, ce qui est très important pour qu'ils puissent rester sur le site, pour qu'ils puissent continuer d'explorer, pour qu'ils puissent continuer de chercher les informations qui les intéressaient. D'autre part, ça va être important aussi pour le référencement. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'un contenu n'est pas unique, ça peut en fait impacter négativement votre référencement. Donc c'est important de réfléchir aussi à la qualité de vos contenus et est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent aussi par rapport à votre secteur d'activité. Par exemple, c'est déjà arrivé sur certains sites, je ne sais pas, vous faites, des menuiseries PVC, mais pour une raison ou pour une autre, vous allez faire un article qui va parler de production d'énergie avec de la biomasse. Pour Google, c'est pas du tout adapté, ça correspond pas du tout au profil et donc il va venir impacter négativement le référencement de votre site internet. Donc tout ça, faut réfléchir justement à la trame des communications et des informations que vous allez mettre à votre site pour vraiment être de qualité et répondre aux besoins de vos utilisateurs. Et donc, pensez à tout ce qui va rendre votre site unique par rapport justement à votre savoir-faire, côté design également, côté fonctionnalité que vous allez pouvoir éventuellement proposer. Ensuite, un troisième point qui est important, c'est l'établissement local. Est-ce qu'il s'affiche sur Google? Alors, je pense que vous l'avez tous vu à un moment donné dans vos recherches sur un navigateur. Quand on va rechercher une entreprise et qu'on précise une ville, juste derrière, vous allez voir une petite fiche établissement. Donc vous pouvez tous faire aussi l'expérience en mettant le nom de votre entreprise et la ville. Si ça vous ressort une petite fiche, donc qu'on appelle communément Google My Business, ça vous met en fait quelques photos de l'établissement, donc notamment le Street View, l'image Maps, l'éventuel logo si vous en avez ajouté, le nom de l'entreprise et toutes ces informations pour la contacter. Donc c'est important de pouvoir travailler aussi sur cette fiche. Donc on va le voir après plus en détail, je vous partagerai différents outils qui permettront justement de revendiquer cette fiche si elle existe déjà et surtout la mettre à jour pour pouvoir mettre un maximum d'informations qu'on puisse fournir à Google pour que les personnes puissent vous trouver beaucoup plus facilement en fonction de votre secteur d'activité, votre localisation et la zone géographique sur laquelle vous intervenez. Excusez-moi. Votre contenu est-il rapidement et facilement accessible sur tous les appareils? Ah, ça, c'est un autre point qui est intéressant à la fois pour Google et vos utilisateurs. Parce que d'une part, la plupart des recherches sont effectuées sur les appareils mobiles, donc ça représente plus de 2/3 hein, des recherches qui sont faites plutôt sur mobile que sur ordinateur. Donc c'est important pour l'utilisateur de pouvoir avoir un affichage rapide parce que, on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, il se lasse et il va partir sur un site plus accessible. Et d'autre part, justement, compte tenu de cette problématique, Google vient encore une fois impacter négativement votre référencement en fonction du temps de chargement de vos pages. Donc c'est important de se concentrer aussi, sur ce point. Donc sur l'aspect mobile et performance, je vous montrerai aussi des petits outils qui vous permettent très rapidement de tester, votre site internet. Il suffit de mettre l'adresse et on va pouvoir obtenir un résultat, que ce soit sur les performances, l'adaptation au mobile et d'autres informations, notamment les données structurées, on le verra par la suite. Votre site web est-il sécurisé? Ça, c'est un autre point aussi qui parfois est négligé. Maintenant, c'est devenu une norme universelle. Un site web, doit avoir, donc une connexion HTTPS. Donc vous savez, c'est le petit cadenas qu'on peut observer à côté d'une barre d'adresse quand vous êtes sur un site. Donc c'était obligatoire quand on était sur la partie e-commerce, qu'on rentrait des données bancaires, des données sensibles, mais c'est devenu même une norme maintenant, même pour un site vitrine, d'avoir cette norme HTTPS. Donc c'est important de voir avec, les solutions que vous utilisez, soit vous êtes, sur un hébergeur, et c'est vous qui gérez directement votre site, auquel cas vous pouvez installer facilement des certificats, soit vous utilisez une solution en ligne, un éditeur ou un CMS qui vous permet éventuellement de rajouter ces options pour pouvoir sécuriser la connexion. Et l'autre intérêt du coup de cette sécurisation, c'est que ça vient améliorer encore une fois le référencement naturel, puisque Google maintenant le prend en compte dans ses critères. Un site qui ne sera pas sécurisé sera forcément plus éloigné dans les résultats de recherche.
il faut se poser la question, est-ce que vous traitez d'un sujet spécialisé? En fonction des thèmes, donc c'est valable pour Google, mais c'est valable aussi pour d'autres navigateurs, vous allez pouvoir inclure, des contenus particuliers, pour pouvoir, fournir à Google des fiches descriptives de vos contenus. Donc par exemple, ça peut être, des présentations d'entreprises ou de personnes, des informations locales comme on l'a dit pour l'établissement, des contenus multimédia qui pourraient être vos vidéos, des photos, comment bien les inclure dans Google Images, des contenus numériques si vous proposez des livres blancs, ce genre de choses. Donc voilà, vous allez pouvoir en fait, en fonction des sujets, spécialisés sur lesquels vous travaillez, inclure ces informations pour que Google puisse les traiter comme il se doit. Et ensuite, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, il y a énormément aussi de professionnels du référencement naturel, donc qu'on appelle le SEO, qui pourront vous aider à améliorer votre site, à accroître votre visibilité. En revanche, justement, on va quand même aborder ces sujets pour voir tout ce que vous-même, pouvez déjà mettre en place pour améliorer déjà le site actuel. Donc, les petits conseils de base pour déjà l'optimisation du référencement naturel sur les moteurs de recherche, ça va être d'être le plus descriptif possible. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du contenu sur vos pages. Il faut qu'on puisse avoir un certain nombre de mots pour que ça puisse impacter aussi positivement votre référencement. Il faut qu'il puisse avoir toutes les réponses à ces interrogations, le client, pour éviter qu'il reparte du site, qui vient encore une fois impacter négativement, puisque Google analyse le temps qui va être passé sur chacune de vos pages pour savoir si il a obtenu la réponse à son interrogation. Donc, essayez d'être le plus descriptif possible. Pareil, soyez exhaustif. Il faut bien qu'on puisse retrouver tous vos services et activités, qui puissent avoir l'ensemble des informations de votre entreprise. Si vous n'avez pas grand contenu pour faire des pages dédiées pour chacun des services et produits, peut-être éventuellement le mettre dans une seule, mais qui puisse avoir toutes les informations et facilement accessibles. D'autre part, il faut aussi être d'actualité. C'est important de pouvoir se mettre à jour. Si vous traitiez d'un sujet qui, malheureusement, la réglementation a changé ou a évolué et donc qui serait pertinent de supprimer, pensez justement à nettoyer régulièrement votre site et aussi, pouvoir s'adapter aux actualités, que ce soit en termes de saison, en termes de nouveautés, pouvoir prendre en compte tout ça. Ensuite, toujours dans le même optique, de le mettre à jour régulièrement. Ça va permettre de le faire vivre. Pour Google, un site qui n'est pas mis à jour régulièrement, donc ça, il le voit à travers son indexation, le contenu n'a pas changé depuis plusieurs temps, ça veut dire qu'il y a un site qui a perdu en pertinence, donc qui va descendre dans le référencement. Donc ça peut passer par justement des modifications de présentation de vos activités ou autres, mais ça peut aussi passer par notamment la création d'un blog et la création régulière d'articles, d'actualités, d'événements, d'informations qui vont créer du nouveau contenu sur votre site et qui va bien montrer que ce site est toujours d'actualité et se met à jour régulièrement. Ensuite, il faut bien penser aussi à utiliser du texte. Donc pourquoi du texte? Parce que les robots d'exploration, eux, ce qu'ils voient, c'est uniquement le texte. Vos images, ils ne sont pas capables de déterminer les informations qui sont contenues dans une image. Donc c'est très bien pour illustrer vos propos et pour donner un petit peu de dynamisme auprès de vos lecteurs. En revanche, il faut systématiquement que les informations importantes qui sont contenues dans vos images se retrouvent aussi dans du texte. Et ce qui peut être aussi très pertinent pour améliorer ce référencement, ça va être de vous faire remarquer par d'autres sites. Google a besoin de sites référents pour pouvoir mieux vous référencer dans ses résultats de recherche. Il va falloir que beaucoup de sites fassent des liens vers le vôtre. Donc on va voir comment justement on peut améliorer tout ça. On va faire un petit tour d'horizon des consignes générales. Donc, déjà, il faut veiller à ce que Google puisse accéder à toutes les pages de votre site. Donc, dans ce cas-là, il faut que tous les liens mènent vers une des pages qui est accessible sur votre site. Des fois, on néglige certaines pages, peut-être parce qu'on la juge moins intéressante ou moins importante. On ne va pas mettre de lien direct et on diffuse le lien par email. Ça ne servira pas à votre référencement. Il faudrait qu'absolument on puisse retrouver un lien sur votre page, sur toutes vos pages, qui mène à toutes vos autres pages. Il faut s'assurer aussi que le lien qui est référent, il inclut un petit texte descriptif ou s'il y a une image, une description alternative pour qu'on puisse avoir un texte qui est lié à ce lien. C'est ce qui va aider aussi Google à savoir de quoi on va parler. Si vous mettez juste lien vers le site et qu'il y a une adresse, Google ne va pas savoir de quoi on parle. Si vous mettez découvrez nos services et qu'on arrive sur vos pages de services, là, il va juger de la pertinence et pouvoir faire remonter aussi dans vos résultats de recherche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un fichier sitemap. Donc,
Ça, c'est en fonction des outils que vous utilisez, notamment les CMS vous proposent de les créer automatiquement. C'est tout simplement un fichier très simple qui liste tous les liens de toutes vos pages de votre site internet. Ce qui peut fournir en fait à Google, comme on le verra tout à l'heure avec les outils, cette liste pour pouvoir lui demander d'indexer tous les liens qui sont présents sur cette liste. Et une autre chose importante, c'est une page que vous voyez souvent sur des sites internet que vous parcourez. C'est une page plan de site dans lequel qui comporte exactement cette même liste, mais en liens visibles, des liens que les utilisateurs peuvent utiliser, pour notamment retrouver les sections, foire aux questions, contacts, tout ce genre de choses. Ensuite, il faut essayer de veiller à limiter le nombre de liens par page. On ne va pas essayer de trop la charger. Pourquoi? Parce que le robot d'exploration de Google ou de n'importe quel autre navigateur, à chaque fois qu'il tombe sur un lien dans votre texte, il quitte votre page, il suit le lien. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il va en rencontrer un, il va partir et il faut absolument que du coup il y ait un lien qui le ramène à un moment donné. Donc si dès le début on a très rapidement des liens externes, donc qui vous font quitter le site vers un autre site qui n'est pas le vôtre, tout ça va desservir votre indexation puisqu'il n'aura pas eu le temps de parcourir le reste. Donc, on va essayer de limiter un maximum les liens et c'est pour ça que les liens externes, on les retrouve souvent plutôt en bas de page. Ensuite, on peut utiliser encore une fois un fichier qui va être plutôt sur votre serveur web. Donc, les outils CMS vous le proposent automatiquement. Les serveurs d'hébergement peuvent vous proposer une trame aussi qu'il n'y a plus qu'à remplir pour éviter que le robot d'exploration vienne parcourir des espaces, notamment des zones de recherche, qui sont des espaces infinis, donc qui va créer énormément de liens fictifs qui va desservir votre référencement puisque ces liens renverront vers des contenus un petit peu vides de sens. Donc, on va essayer d'éviter et d'éliminer tous ces espaces-là. Ça peut être aussi le cas des espaces intranet ou des espaces de connexion qui ne seraient pas pertinents de retrouver dans les résultats de recherche. Et à l'inverse, on va demander l'exploration de nos pages importantes, notamment comme on l'a dit avec le sitemap. Ensuite, on peut aider Google à interpréter les pages. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un site qui soit utile à l'utilisateur. Google, en fait, c'est plutôt, il se met à la place de l'utilisateur exclusivement. Donc il faut que ça lui soit utile et qu'il ait eu la réponse à sa question. Et donc riche en informations, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de détailler un maximum, qu'il puisse retrouver toutes les informations qui lui sont nécessaires. Et le plus clairement possible, parce que contrairement à un document texte ou des supports de communication imprimés, on a une lecture un peu particulière sur Internet et on va essayer de chercher au plus simple et au plus rapide. Donc il faut que les informations les plus pertinentes soient vraiment clairement mises en avant. Ensuite, il y a tout un travail pour essayer d'identifier les mots que les internautes sont susceptibles d'employer. Donc là, je vous montrerai un outil aussi tout à l'heure qui s'appelle Google Trends, qui vous permet d'identifier des mots-clés les plus pertinents possibles et surtout essayer d'élargir votre champ lexical. Quand on va sélectionner une thématique par rapport aux produits et services que vous proposez, on va essayer de trouver tous les mots qui peuvent se rapporter à ce champ lexical pour enrichir un maximum vos pages. Au contraire, ce sera négatif de répéter toujours le même mot à plusieurs reprises sur le site, parce que Google identifie ça comme en fait des techniques trompeuses. Donc on va essayer de l'élargir un maximum. Il faut s'assurer aussi que les éléments de titre et les attributs alternatifs que vous allez avoir sur vos images soient pertinents et descriptifs. Souvent, des fois, on se limite à mettre le titre du site, en fait, c'est l'adresse de votre site internet ou alors le nom de l'entreprise. Au contraire, il faut essayer de détailler un maximum pour que ce soit, comme je le disais, descriptif. Pourquoi? Parce que ces informations-là, notamment, elles peuvent être lues par des lecteurs d'écran pour les personnes qui ont des problèmes visuels. Et donc, il faut qu'ils puissent avoir l'information, savoir s'ils vont cliquer dessus et si ça répond à leurs attentes. Et il en est de même en fait pour les attributs alternatifs sur les fichiers images. Si une image ne peut être lue ou ne s'affiche pas, c'est l'attribut qui viendra remplacer. Donc, c'est important d'avoir une petite description et ne pas laisser en fait juste le nom du fichier en termes de description, qui des fois n'est absolument pas pertinent. Ensuite, il faut réfléchir à l'arborescence des pages. Comme je le disais, il faut que l'utilisateur puisse trouver facilement l'information qu'il recherche. Donc il faut qu'on ait une arborescence assez claire qui puisse lui permettre de naviguer facilement à travers vos informations. Ensuite, suivre les bonnes pratiques en matière d'images, de vidéos et de données structurées. Ça, c'est ce que je commence à vous dire tout à l'heure pour notamment les descriptions, mais il faut aussi réfléchir au poids des images, au poids des fichiers, au temps de chargement, puisque ça va venir encore une fois impacter négativement. Donc on va essayer d'optimiser tout ça et de bien réfléchir à la pertinence de la répétition de fichiers, de la quantité d'images qu'on va mettre, du poids des vidéos et du format d'affichage.
Donc on va essayer de réfléchir à tout ça. Permettre aussi aux robots de recherche d'explorer votre site sans identifiant de session ou paramètres d'URL. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, des fois dans la barre de recherche, la barre d'adresse, vous allez avoir après le nom de l'adresse un petit point d'interrogation et des caractères qui sont inscrits derrière. Donc ça, c'est des paramètres d'URL qui peuvent par exemple dire que la langue que vous avez choisie, c'est le français, ou alors que vous avez choisi l'espace particulier ou professionnel, ce genre de choses. Et ben, tout ça va venir nuire en fait à l'indexation par les robots, puisque lui, il n'est pas capable d'interpréter ces différences. Même si on arrive sur une même page, il va voir qu'il y a une URL différente qui arrive sur un même contenu. Donc il va se dire qu'en fait, c'est une technique pour tromper l'utilisateur, donc il va venir impacter négativement. Donc il faut bien penser toujours à avoir des versions sans paramètres qui permettent d'explorer clairement les informations. Donc par exemple, si on parlait d'un paramètre d'URL qui choisissait la langue, on peut totalement, au lieu d'utiliser ce fonctionnement, avoir un sous-domaine fr. le nom de votre site qui mènerait vers cette information, qui permettrait ainsi au robot de savoir que cette version fr envoie vers la page d'accueil et la version sans rien, ce serait peut-être la page internationale. Et il faut aussi penser absolument, bien des sites maintenant ne le font pas, mais à avoir tout le contenu important qui soit visible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce qui est caché, par exemple, dans une navigation avec un petit menu déroulant, ou alors que le contenu ne s'affiche uniquement que si on appuie sur un bouton, ça veut dire que ça va venir impacter dans votre indexation, puisqu'il ne sera pas sûr, le robot, de pouvoir tout explorer, d'avoir toutes les informations en main. Parce qu'il considère que du coup, pour l'internaute, c'est pas suffisamment clair, puisqu'il ne les a pas sous les yeux, il faut qu'il y ait une interaction. Donc, il faut que toutes les informations les plus importantes, on puisse les retrouver facilement. Et dans la mesure du possible, pour les liens publicitaires, il y a beaucoup de sites qui utilisent encore ces pratiques d'avoir des liens publicitaires pour éventuellement rémunérer leur hébergement. Eh ben, on va essayer de les mettre en fait avec des attributs qui ne permettent pas le suivi. Parce que du coup, ils n'ont pas de lien avec votre activité, ils peuvent impacter négativement parce qu'ils ont une mauvaise réputation ou parce qu'ils ne sont pas pertinents. Et donc, on va essayer justement de spécifier aux robots qu'il ne faut pas les suivre et en tout cas que c'est des liens sponsorisés. Donc ça, encore une fois, avec le fichier robot, on va pouvoir lui indiquer. Ensuite, pour aider les utilisateurs à utiliser vos pages, il faut, comme je le disais, présenter tous les éléments plus importants sur votre site et utiliser un maximum de texte. Donc les éléments graphiques, c'est bien, comme je disais, pour ponctuer des propos. Par contre, il faut vraiment qu'on puisse retrouver tout sous forme de texte à un moment donné sur votre site et que tout soit suffisamment clair. Si justement vous voulez utiliser des images, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi mettre les informations dans la description alternative de votre fichier. Il faut veiller à ce que tous les liens redirigent bien vers la page web en ligne. Quand vous avez des liens qui redirigent vers ce qu'on appelle des liens cassés, vers des pages en fait qui n'existent plus, ça va venir impacter négativement puisque ça va ressortir comme une erreur. Donc il va se dire que ce site n'est peut-être pas forcément à jour ou actualisé, donc on va peut-être le mettre un peu plus loin dans les résultats de recherche. Il faut aussi optimiser le temps de chargement. Donc ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ça va contribuer d'une part à la satisfaction de vos visiteurs, mais aussi et surtout au moteur de recherche, puisqu'on va rechercher les sites les plus rapides pour les mettre en premier dans les résultats. Il faut aussi adapter à tous les types d'appareils, donc que ce soit ordinateur, tablette et smartphone. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et il faut aussi s'adapter à tous les navigateurs. Donc il existe énormément de navigateurs, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Et donc il faut pouvoir avoir quelque chose de travailler sur ces différents navigateurs pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur en termes d'affichage ou de fonctionnement. Sécuriser les connexions, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le chiffrement avec un certificat SSL, donc pour avoir le petit cadenas à côté de votre adresse. Il faut veiller à ce que justement les personnes qui avaient des problèmes visuels, donc ça je vous le disais tout à l'heure, puissent utiliser parfaitement votre site, donc avoir toutes les informations, et ça vous pouvez le tester avec des lecteurs d'écran pour retrouver tout ça. Il y a quelques pratiques qu'il faut absolument éviter en termes de qualité pour avoir un impact positif sur votre référencement, c'est tout ce qui va être les contenus générés automatiquement. Les participations à des systèmes de liens. Des fois, en fait, des personnes de secteurs totalement différents vont se mettre d'accord pour partager des liens de l'un à l'autre entre leurs sites. Ça, au contraire, ça vient impacter négativement le référencement. Les créations de pages qui ne présentent que peu ou pas de contenu original. Donc, comme je vous le disais, si on a une page avec très peu de texte, pas beaucoup d'informations ou que c'est un copier-coller d'autre chose, va venir encore une fois impacter négativement l'ensemble du site, pas que la page.
Les techniques de dissimulation, donc tout ce qui va être contenu caché, il y en a beaucoup qui avaient ces pratiques auparavant, d'avoir en fait du texte blanc sur un fond blanc, comme ça du coup on ne le voyait pas et le robot tombait dessus. Maintenant, Google est en mesure d'estimer en fait si c'est quelque chose de dissimulé et donc il vient impacter encore une fois négativement votre référencement. Il faut éviter aussi tout ce qui est les redirections trompeuses. Il y en a beaucoup qui utilisaient différents noms de domaine qui renvoyaient tous vers un seul et même site. Et en fait, ils se servaient de ces noms de domaine uniquement pour capter des gens qui n'auraient pas touché principalement. Tout ça vient encore une fois impacter négativement. Les textes et liens cachés. Donc là, c'est comme le contenu dissimulé va venir encore une fois nuire à votre indexation puisque Google est en mesure de les identifier. Tout ce qui est les pages satellites. Alors je pense que vous avez tous été amenés à en voir à un moment donné. Vous allez chercher, je ne sais pas moi, plombier, Dijon et vous allez voir en fait des sites de plombiers qui ne sont pas du tout à Dijon, mais qui ont créé une page exprès juste pour capter des contacts. Donc c'est ce qu'on va appeler les pages satellites justement. Ils ne sont pas du tout du secteur ou ils ne répondent pas du tout à la demande. Et ils vont avoir créé plein de sous-pages avec différentes villes, donc Dijon.plombier, Paris.plombier, Lyon.plombier, et pour essayer de toucher une cible la plus large possible. Et bien tout ça, Google, vu qu'il indexe l'ensemble des pages, il est en mesure de faire des recoupages et identifier ces problématiques. Tout ce qui va être les contenus détournés. Vous faites un copier-coller d'un contenu qui se trouve sur un autre site, Google va être en mesure de l'identifier comme non original, et donc venir baisser votre positionnement. La participation à des programmes d'affiliation. Donc là, c'est la plupart du temps aussi des solutions des fois payantes. Ils vous proposent, moyennant finance, de mettre en avant un lien vers votre site, mais la plateforme ne correspond pas du tout à votre secteur d'activité, encore une fois, non pertinent. Ça va venir baisser votre référencement. L'accumulation de mots-clés non pertinents, donc ça, comme je vous le disais, quand on en a trop qui sont identiques ou qui ne correspondent pas à votre secteur, va nuire, encore une fois, à votre positionnement. La création de pages au comportement malveillant, type hameçonnage, installation de virus, et l'utilisation abusive de balises de données structurées. Donc là, les données structurées, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour afficher les informations d'une fiche d'un établissement local, afficher les informations d'un e-book que vous avez créé, afficher les informations d'une vidéo. Si on retrouve dans une même page beaucoup de données structurées pour différents types d'éléments, ça va venir nuire parce que pour lui, c'est pas suffisamment clair. Il est quand même plutôt conseillé d'avoir sur chaque page une thématique propre pour éviter de ne pas être suffisamment clair, notamment pour les visiteurs que vous allez avoir sur votre site. Et parmi les bonnes pratiques qu'il faudrait au contraire appliquer, c'est vérifier régulièrement qu'il n'a pas été piraté et supprimer tous les contenus infectés. Donc c'est le cas souvent avec des outils de type CMS qui sont souvent piratés. Par exemple, WordPress est utilisé par un site sur 3, mais c'est aussi piraté constamment tous les jours. À chaque nouvelle version qui sort, est identifié des failles de sécurité et on se retrouve avec des sites piratés et des contenus spam. Et justement, en contenu spam, vous avez notamment aussi des fois des contributeurs, des gens qui vont mettre des commentaires qui ne sont pas du tout pertinents, ils sont juste là pour faire de la promotion de leur site web et créer des liens. Et ça va venir, encore une fois, affecter le vôtre aussi de référencement, puisque vous vous retrouvez affilié en quelque sorte à ce site malveillant. Donc voilà pour ce qui était des bonnes pratiques. Une fois qu'il y a toutes ces bonnes pratiques qui vont être mises en place, ce qui est important, c'est maintenant de faire connaître son site internet. Donc ça va être d'une part obtenir des liens entrant vers votre site. Comme je vous disais, plus vous allez multiplier le nombre de liens qui se trouvent sur d'autres sites qui vont parler du vôtre. Donc ça peut être notamment sur les réseaux sociaux, mais ça peut être par exemple pour vous qui êtes du bâtiment sur des sites comme le site de la Fédération française du bâtiment. Ça peut être le site par exemple de BFC Numérique qui parle éventuellement de vos activités ou autres. Ça peut être n'importe quel site qui fait un article sur vous, un journal. Tous les liens qui vont renvoyer vers votre site vont vous permettre de remonter un petit peu dans ce référencement. Ensuite, inscrivez votre site sur vos supports imprimés. Ça semble peut-être évident, mais il y en a encore plein qui l'oublient, de pouvoir vraiment retrouver régulièrement l'adresse de votre site internet, les informations pour vous identifier. Mentionnez l'adresse de votre site sur vos réseaux sociaux. Ça, pareil, c'est un point important à travailler. Les réseaux sociaux vont être un véritable levier pour mettre en avant votre site. Vous pouvez notamment vous en servir pour, d'une part, identifier cette adresse principale. Vous pouvez également vous en servir pour publier
une actualité pour informer qu'il y a un nouveau contenu qui est arrivé sur le site, une nouvelle information qu'on peut retrouver. Ensuite, il va être important d'inscrire aussi son site sur les différents annuaires en ligne d'entreprises locales. Et bien sûr, utiliser l'emailing pour relayer les informations auprès de vos clients. Et là, dans la plupart des newsletters ou les systèmes d'emailing qui sont utilisés, vous allez pouvoir mettre en avant aussi votre site internet pour que la personne puisse éventuellement soit consulter le contenu en ligne, soit découvrir votre site internet pour en savoir plus, par exemple. Lui envoyer juste un avant-goût ou les premières lignes en fait, de votre article et pouvoir en savoir plus en arrivant sur votre site. Et pour terminer du coup l'amélioration, ça se passe en continu. C'est pas justement comme vous l'avez vu, quand vous avez un site que vous n'utilisez pas pendant plusieurs années, ou en tout cas vous ne mettez pas à jour pendant plusieurs années, vous allez petit à petit baisser dans les résultats. Donc ce qu'il faut, c'est créer régulièrement du contenu de qualité. C'est pour ça que je vous disais pourquoi pas, entretenir un blog et ajouter régulièrement des articles pour pouvoir le faire vivre. Invitez vos lecteurs ou vos visiteurs à vous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet avec une inscription à la newsletter. Essayez de les inciter justement à rentrer en contact avec vous pour qu'ils puissent revenir régulièrement sur ce site. Soignez votre image de marque, que ce soit pour vos visiteurs, vos clients potentiels ou alors vos collaborateurs aussi. C'est important de pouvoir travailler sur cette image de marque à travers vos contenus. Ensuite, pour rassurer notamment vos clients, présentez aussi les témoignages de vos clients si vous en avez. Pourquoi pas aussi présenter vos exemples de réalisation, qu'on puisse avoir des informations réelles sur vos activités. La plupart de vos clients potentiels, maintenant, quand ils ont un besoin particulier, le premier réflexe, de toute façon, c'est aller sur internet. Donc plus ils auront d'informations et de données de réassurance, plus ce sera bénéfique pour vous, puisqu'ils auront eu toutes les informations en amont. S'ils vous contactent, c'est pour aller un peu plus loin dans cette relation. Ensuite, étoffer régulièrement vos contenus, c'est ce que je vous disais, donc que ce soit au niveau de vos services ou des contenus d'information. Travailler un maximum votre page d'accueil. Pourquoi? Parce que la page d'accueil, c'est le premier point d'entrée de votre site. La plupart du temps, c'est elle qui sera le mieux référencée sur internet, donc c'est elle qui sera le plus travaillée. Et pourquoi aussi? Parce que l'utilisateur arrive sur cette page et c'est la première impression qu'il va avoir, donc il faut qu'il puisse avoir toutes les informations, qu'il soit satisfait en termes de design et puis d'expérience pour qu'il ait envie après de naviguer parmi vos autres pages, découvrir un peu plus en profondeur vos produits ou services, ou l'entreprise et pouvoir vous contacter. Et pour finir, du coup, devenez une référence dans votre domaine, donc notamment par exemple à travers la gestion d'un blog, pouvoir les informer de toutes les nouveautés dans votre secteur, une nouvelle réglementation, des nouvelles machines qui arrivent, des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, pouvoir justement devenir une source d'information qui serait notamment une nouvelle piste pour des visiteurs, découvrir votre site et une fois qu'ils ont eu cette information, ils vont peut-être aller justement voir vos autres pages, notamment vos services ou découvrir un peu plus l'entreprise. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez mis en place, vous allez pouvoir également mesurer vos performances. Donc il y a un outil qui s'appelle Google Search Console, qui vous permettra d'une part, comme je l'ai indiqué plus haut, de demander à Google d'indexer vos pages, de pouvoir vérifier s'il n'y a pas d'éventuels problèmes. Vous allez pouvoir lui fournir le sitemap notamment, donc la liste de l'ensemble des pages de votre site. Et surtout, ce qui va vous intéresser, vous allez pouvoir en fait avoir le nombre d'impressions, de clics et votre position moyenne. Donc votre nombre d'impressions, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre site internet dans les résultats de recherche. Les clics, c'est le nombre de fois qu'ils ont cliqué sur votre lien, bien évidemment. Et la position moyenne, c'est ce qui vous aidera justement à voir si vous avez amélioré les résultats ou pas. C'est votre position dans le résultat de recherche. Est-ce que vous êtes situé 10e, 20e? Est-ce que vous étiez sur la première page, la seconde page? Donc justement, pouvoir suivre un petit peu ce positionnement à travers des courbes qui vous donnera justement des informations supplémentaires pour pouvoir améliorer cette position. Et avec cet outil, vous pouvez même aller un petit peu plus loin en fonction des besoins que vous aurez, notamment voir s'il n'y a pas eu des problèmes lors de l'exploration. Il pourra vous dire toutes les pages qui sont en erreur, les éventuels mots-clés qui ont été utilisés pour vous trouver, les pages qui ne seraient pas fonctionnelles par exemple sur mobile. Voilà, tous les problèmes qui pourraient nuire un peu à votre référencement et à la recherche sur Google. Et juste, pendant qu'on est toujours sur ce mesure des performances, vous avez aussi un outil qui va encore plus loin, qui s'appelle Google Analytics,
que je vais vous présenter rapidement, on va essayer de faire court, qui vous permettra de savoir par exemple combien de temps la personne a passé sur le site, sur quelle page il a passé le plus de temps, avec quel bouton il a interagi sur le site. Donc ça peut vous donner des informations un peu plus poussées sur l'expérience et l'utilisation de votre site pour pouvoir ensuite l'améliorer. Si vous aviez mis en avant une information importante mais que vous constatez qu'il n'y a jamais d'interaction avec, peut-être qu'elle est trop loin, pas assez visible et qu'on va pouvoir un petit peu plus la travailler pour la mettre en avant. Pour finir, pour aller plus loin, donc on a parlé beaucoup de référencement naturel, sauf qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le référencement, c'est le marketing des moteurs de recherche, le SEM, ça comprend le référencement naturel, le SEO, le SEA, donc c'est le référencement payant, notamment ce qu'on appelle Google Ads. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à chaque fois que vous faites une recherche, vous avez toujours des petits liens en haut qui sont marqués annonces. Et bien ça, c'est le référencement payant. Donc quelles que soient les propriétés ou le travail qu'ils ont fait sur le référencement naturel, c'est ceux qui ont payé qui vont se retrouver dans ces annonces. Donc c'est quelque chose qu'on doit combiner normalement avec le référencement naturel. Et pour finir, un autre aspect très important, c'est le SMO, qui est l'optimisation pour les réseaux sociaux. Un site ou une page qui n'est pas optimisé pour les réseaux sociaux, ça veut dire que ce sera un site ou une page qui ne sera pas forcément partagée. Donc il faut bien penser aussi à leur mettre à disposition de vos visiteurs des outils simples de partage, donc notamment à travers des boutons de partage, et d'avoir une structure, donc là la structure de balisage, qui leur permettra facilement de fournir les informations. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur les réseaux sociaux. Des fois, quand on partage un lien, vous allez avoir déjà une image, déjà une description et déjà un titre. Et bien, toutes ces informations-là sont justement identifiées grâce au SMO. Alors qu'un site qui ne sera pas travaillé dans ce sens, on va avoir un carré vide à la place de l'image et juste un titre qui correspondra à l'adresse du site. Donc, qui ne sera pas forcément optimisé pour du partage après ensuite et pour devenir un peu plus viral. Je vous partage rapidement, je vais arrêter celui-là, je vais vous partager rapidement les outils dont je vous ai parlé. On fait très très court et comme ça après on peut passer aux questions. Alors, les onglets Chrome. Est-ce que vous voyez la page du navigateur? Oui, c'est bon? Donc du coup, je vous parlais rapidement de Google Trends. Ça, c'est un outil qui peut vous être utile pour identifier vos mots-clés. Il vous suffit de taper un terme de recherche ou un thème et vous allez pouvoir voir en fait dans quelle région c'est le plus recherché, avoir beaucoup d'informations sur les thèmes justement qui sont associés. Si vous avez mis juste un mot, il peut vous dire justement les associations qu'il y aurait pour des expressions de recherche. Donc ça va vous permettre de travailler le champ lexical pour définir vos mots-clés. Donc vous avez quelques exemples par rapport à ce qui a été recherché. Vous pouvez retrouver aussi les tendances de l'année en cours. Vous pouvez avoir aussi les tendances récentes et surtout aussi les tendances par année. Donc voir les éventuelles évolutions. Donc c'est un outil qui pourrait vous être utile pour déjà déterminer vos mots-clés. Ensuite, je vous ai parlé de Google Search Console. Donc là, qui va être l'outil de suivi de votre site internet. Donc là, la première étape, toujours avant de faire du suivi, c'est de rapidement mettre en place l'outil, puisqu'il va lui falloir après minimum 48 heures pour remonter des informations, et ça ne démarrera qu'à la date où il va commencer à se connecter à votre site. Et donc pour faire ça, c'est très simple, vous créez un compte Google où vous en avez déjà un, vous vous connectez, et vous allez lui donner l'adresse de votre site internet pour qu'il puisse se greffer dessus et observer justement les recherches, le nombre de clics, les impressions, et pour pouvoir vous remonter des tableaux de bord. Ensuite, vous avez un test d'optimisation mobile, donc qui s'appelle justement Google Mobile Friendly. Il suffit de mettre l'URL de votre site, il va vous sortir un petit diagnostic pour vous dire en fait si ce site est adapté au mobile ou non. Ensuite, l'outil très important, c'est Page Speed Insight. Donc en fait, c'est pour évaluer la vitesse et les performances du coup d'un site internet. Donc, si vous allez sur l'accueil, vous saisissez en fait une URL, il va vous sortir un petit rapport qui vous indique en termes de performance, en termes d'accessibilité, en termes de bonnes pratiques et en termes de référencement, si tout a été mis en place. Et si ce n'est pas le cas, vous avez systématiquement sur chaque point qui est identifié comme problématique, les solutions en face. Donc, par exemple, si vous dites que vous avez un problème de performance et que parmi ces problèmes de performance, c'est un problème d'image trop lourde, ils vont vous dire quelle image est trop lourde et de combien vous pourriez la réduire. Donc, vous avez vraiment un audit détaillé.
C'est peut-être la première chose à faire quand vous avez déjà un site existant. Utilisez PageSpeed Insight pour évaluer justement les performances de votre site. Donc il y a deux moyens de le faire, c'est avec le site PageSpeed Insight, ou également si vous êtes sur un site, vous êtes présent sur n'importe quel site, si vous êtes sur Google Chrome, vous faites un clic droit et vous avez inspecté. Et quand on fait inspecter, on a tout un menu qui apparaît. Et dans ce menu, on a en fait Lighthouse. Et si on clique sur Lighthouse, vous avez en fait cette génération de rapports. Vous choisissez les catégories que vous voulez analyser. Si vous voulez l'analyser sur mobile ou sur bureau, il vous suffit de cliquer sur Générer un rapport. Et c'est là que vous allez avoir toutes les informations. Ensuite, on a parlé rapidement tout à l'heure de résultats enrichis. Vous avez un outil de test aussi proposé par Google qui vous permet de vérifier s'ils ont bien été structurés et que Google a réussi à les identifier. Donc encore une fois, il vous suffit de mettre votre adresse. Google My Business, donc comme je vous disais, c'est la petite fiche que vous voyez dans les résultats de recherche. Donc il est important de mettre à jour, de compléter un maximum et vous pouvez maintenant même proposer vos produits et services directement. On peut retrouver vos informations de site web, la localisation, vos horaires d'ouverture. Donc c'est important de pouvoir rapidement aussi le mettre en place en complément de votre site, ce qui vous aidera aussi à le référencer. Google Ads, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le référencement payant. Donc les petites annonces qu'on voit justement au-dessus des liens de résultats de recherche. Donc comment on va pouvoir améliorer la visibilité pour pouvoir par exemple avoir un coup de pouce au lancement du site internet. Ou alors on sait qu'à une certaine période il y a un petit creux, pourquoi pas lancer une campagne Google Ads sur 2-3 mois pour pouvoir justement compenser ce creux dans la saison. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser cet outil aussi qui vous permet de piloter les résultats et d'avoir des analyses assez poussées sur le comportement de chacun. Et ensuite, du coup, il y a Google Analytics dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permettra d'avoir les informations un peu plus poussées sur le comportement de vos utilisateurs au sein de votre site. Voilà, je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, c'était assez court. J'espère que c'était suffisamment clair malgré tout. Est-ce que vous avez du coup des questions? Alors je vois qu'il y en a quelques-unes. Oui. Merci Alexandre. Effectivement, il y avait une question de poser par monsieur, je crois que c'était Jean-Claude, votre prénom. La combien de mots Jean-Christophe. Pardon, Jean-Christophe. Jean-Christophe Delcambre, oui. Alors, tout à l'heure, en fait, quand vous avez parlé des pages qui fallait être exhaustives, vous avez dit qu'il fallait mettre des mots. Donc, c'est vrai qu'il y a des pages qui sont plus graphiques que d'autres, on va dire. Mais globalement, au minimum, il faut à peu près combien de mots par… Minimum 500 mots. Il faut quand même 500 mots dans une page. Oui, ouais. C'est pour ça que justement, en fait, on se retrouve souvent avec des sites qui sont très attractifs, mais qui, au final, du coup, ne sont pas bien référencés, parce que ce qui est important, c'est vraiment le contenu textuel. Ça peut paraître énorme, 500 mots, mais c'est pour ça que justement, c'est ce que je vous disais, si en termes de description d'un produit ou service, il y a très peu de contenu, peut-être à ce moment-là les associer dans une seule et même page ou faire ce qu'on appelle un site one page, qu'on trouve tout sur la même page, pour vraiment enrichir ce contenu et rendre votre page le plus pertinent possible. Il faut au moins 500 mots avec les informations les plus importantes et tout ce qui est, comme vous dites, graphique, il faut qu'il y ait son équivalent texte dans cette même page. Est-ce que par rapport à du coup ce qu'on a évoqué, c'est suffisamment clair? Vous avez des questions particulières sur certains sujets ou par rapport à vos cas particuliers de vos sites internet actuels? Pour nous, on utilise déjà pas mal tout ça, donc ça confirme nos démarches, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes justement sur un CMS ou vous utilisez une solution comme WordPress ou ce genre de choses ou c'est du développement sur mesure? Non, c'est plutôt WordPress, oui. D'accord. Alors, petit conseil supplémentaire que je peux vous dire justement sur l'utilisation des CMS, c'est quelque chose qui alourdit un petit peu les performances. Donc, il faut penser à essayer de l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc, c'est-à-dire ne pas lui mettre trop d'extensions qui viennent alourdir le site, ne pas mettre trop de visuels en fait qui viennent aussi alourdir, ou utiliser cette fois-ci des extensions qui permettent d'optimiser leur poids. Et bien penser. Ouais, c'est ce que vous faites. Et puis bien penser à utiliser des outils d'optimisation du référencement naturel parce qu'il ne le fait pas tout seul. Notamment, il y a un outil qui s'appelle Yoast SEO, c'est ça. Et donc, normalement, il vous donne tous les bons conseils pour améliorer ce référencement naturel. Exactement. Et donc, on l'a mise, l'extension Yoast.
Tout à fait, oui, parce que de base, c'est pas tellement optimisé pour le référencement naturel, mais grâce à cet outil, vous allez pouvoir compenser les différentes problématiques. Mm. Bon, et après, il y a une autre problématique qui n'a rien à voir après avec le site, c'est surtout aussi l'hébergement, puisqu'on parlait de performance. Faut bien penser en fait que plus l'hébergement sera proche de votre cible, plus il sera rapide à charger. Donc, essayez de privilégier, si votre cible est française, des hébergements en France. Ça semble peut-être évident, mais malheureusement, il y a plein de solutions qui sont en ligne et qui sont des fois les plus intéressantes en termes tarifaires, qui vont venir fortement impacter négativement votre référencement parce qu'elles sont trop éloignées de votre cible. Donc, le temps qu'il obtienne la réponse, ça va mettre un temps de chargement beaucoup plus élevé. J'ai une question. Tout à l'heure, vous parliez de retirer des publications, enfin, ou des pages qui sont un peu obsolètes. Mais en fait, à côté du site internet, on a un blog où on fait plus des articles par rapport aux différentes actualités. Et forcément, on les supprime pas, ces articles-là. Donc, on peut retrouver des articles qui sont vieux de 2 ans, par exemple, mais qu'on laisse parce qu'on montre la productivité de l'entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Alors ça, les articles ou des actualités passées, il n'y a pas de souci, vous pouvez les laisser. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, s'il y avait une information que vous aviez donnée à votre client, qui est devenue obsolète ou sur laquelle la réglementation a changé, eh ben, c'est de ne pas le laisser tel quel et le mettre à jour. Ça arrive sur beaucoup de blogs. Des fois, il y a des articles qui datent de, par exemple, 2012, 2015, et vous allez voir qu'il a été c'est marqué version mise à jour en 2020, parce qu'ils sont adaptés justement à l'évolution de la réglementation et ils ont mis à jour leurs actualités qui sont devenues obsolètes, pour éviter que quelqu'un retombe sur cette information qui en fait n'est plus pertinente. Donc le conserver, mais bien veiller à ce que tout soit à jour pour pas qu'on ait d'informations erronées. En fait, c'est surtout ça. Ou par exemple, à un moment donné, dans l'article, vous parlez retrouvez-nous à Dijon et puis finalement vous êtes à Châlons, bien penser aussi à l'actualiser aussi. Toutes les informations qui sont devenues obsolètes. C'est surtout ça. Ok, merci. Sinon, bien évidemment, oui, vous pouvez garder vos anciennes actualités, les événements passés, ce genre de choses. Ça reste du contenu qui est pertinent puisque l'événement, il est passé, mais il a bien eu lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais avoir une question par rapport à Google Ads. Oui. Pour référencer notre site internet, j'ai fait une publication Google Ads pour qu'elle apparaisse en annonce. Par contre, je la vois pas s'afficher quand je fais depuis par exemple mon téléphone, depuis un autre appareil, depuis un autre compte Gmail. Je la vois pas s'afficher. Est-ce que vous sauriez Alors oui, tout pourquoi à fait. ça? Google Ads, en fait, il y a une grosse problématique. Donc comme je disais, c'est le référencement payant. Il doit être combiné au référencement gratuit déjà, d'une part. Oui, au référencement naturel. Tout seul, en fait, il ne sert à rien. Et d'autre part, en fait, Google Ads, c'est un système d'enchères. Donc si vous avez mis, par exemple, je vais vous dire une bêtise, imaginons vous avez mis 10 € par jour maximum, mais il suffit que quelqu'un a ciblé les mêmes mots-clés et a mis 20 € par jour, il sera systématiquement avant vous. Et en fait, ils mettent pas un nombre infini d'annonces. Donc, du coup, dès l'instant qu'il y a le nombre d'annonces qui leur suffit dans les résultats de recherche, la vôtre ne s'affiche jamais. Et c'est pour ça que normalement, vous avez ensuite dans votre tableau de bord, pouvoir en fait avoir un suivi du nombre de fois qu'elle s'est affichée et le nombre de fois où il y a des personnes qui ont cliqué dessus. Donc ça, d'une part. Et l'autre point important aussi avec Google Ads, c'est que vous allez pouvoir déterminer la zone géographique et les heures d'affichage. Donc si justement on ne se trouve pas dans la bonne tranche horaire, elle ne s'affichera jamais. Et sur le secteur géographique, si vous êtes sur un autre appareil, comme vous dites, mais que vous n'êtes pas connecté, il y a de grandes chances des fois qu'il ne vous situe pas sur la bonne ville. Moi, des fois, ça m'est arrivé, donc je suis sur Auxerre, dans Lyon, des fois, et c'est marqué tout en bas de Google, si vous descendez dans la page de recherche, vous êtes localisé à Paris, alors que je n'y suis pas du tout. Donc ça veut dire que moi, jamais je verrai les annonces d'Auxerre quand ils me localisent à Paris. Bien sûr, Donc d'accord. il y a aussi cette problématique. Ça marche beaucoup plus avec les personnes qui sont connectées qu'avec les personnes non connectées. D'accord, ok. Ouais. Mais ouais, il faut bien garder à l'esprit, c'est un système d'enchères, donc vous ne les remportez pas à chaque fois. Et il faut Bien sûr. vraiment que ça cible les mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc normalement, vous savez, vous sélectionnez grand maximum 10 thèmes. Et tant que le thème n'est pas mentionné tel quel, en fait, il faut vraiment qu'il l'ait écrit de la même façon. Par exemple, imaginons vous l'avez écrit sans accent, la personne qui l'a recherché l'a écrit avec accent, il ne vous mettra pas votre annonce.
D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que normalement dans le tableau de suivi, ils vont vous mettre que pour chaque mot-clé, les clics que vous avez eus, et donc pouvoir les affiner. Ben, tiens, par exemple, sur tel thème, celui-là ne m'intéressait pas, je vais peut-être le mettre dans les thèmes à exclure. Et à l'inverse, s'il y a un thème en particulier sur lequel vous voyez que vous n'êtes pas recherché, ben, vous allez pouvoir l'ajouter. D'accord, ok. D'où l'importance de travailler le champ lexical avec des outils comme Google Trends. D'accord. Et c'est intéressant quand même de mettre des thèmes à exclure, du coup. Ah oui, complètement. D'accord. Je vais vous dire une bêtise, par exemple, j'ai une cliente, c'est une avocate. Dans les thèmes à exclure, en fait, on a mis tous les domaines sur lesquels elle n'intervient pas. D'accord. Et donc, ça lui a été bénéfique parce que sinon, ça ressortait sur des domaines qui n'étaient pas sa spécialité. Et donc, elle payait en fait pour rien du tout, puisque la personne, après, quand elle tombait sur l'annonce, ben non, moi, je recherchais avocat pour du divorce, par exemple, et j'en fais pas. Donc, du coup, je vais repartir tout de suite. Donc, D'accord. faut bien penser, oui, à exclure. Parmi la liste de tous les thèmes en fait qui ont fait qu'on a cliqué sur votre annonce, essayez d'exclure tous ceux qui ne sont pas pertinents. D'accord, ok, très bien. Merci. Je vois qu'on avait des questions aussi dans le Oui. chat. Alors, comment présenter des vidéos? Fichier lourd, forcément. Alors, le mieux, c'est de ne pas les présenter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand on arrive sur le site, qu'elles ne soient pas présentes, et ce qu'on appelle en fait le chargement différé. Donc c'est une fois qu'il va descendre un petit peu sur la page, qu'on va venir l'inclure à ce moment-là, soit sous forme d'un lien, si vous l'avez hébergé par exemple sur YouTube ou une autre plateforme, soit venir inclure le fichier en lui-même si vous avez la vidéo en physique. Donc ça, d'une part, pour le chargement différé, et d'autre part, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent justement d'optimiser leur poids en fonction de la taille d'affichage que vous voulez. Notamment, en fait, il y a des outils, vous allez pouvoir choisir, je veux l'envoyer par mail en qualité HD, vous incluez le fichier et il va optimiser pour réduire un maximum sa taille. Et aussi, il faut bien penser aussi à choisir le format. Donc le format, c'est le point .move, point .mp4. En fonction de ce format, le poids ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des informations supplémentaires qui sont chargées avec la vidéo, ou est-ce que votre vidéo a besoin, par exemple, du son? Ou si c'est que des informations visuelles, on peut peut-être supprimer la bande son qui va venir alléger le poids. Donc c'est pour ça justement réfléchir à cette politique d'optimisation des contenus. Je voyais quel outil simple pour créer un site d'une société unipersonnelle. Alors ça, il y a 3 grosses pistes. Donc là, que ce soit pour une société unipersonnelle ou n'importe quel type d'entreprise, ça va être d'une part les solutions d'édition gratuites, ou même qui proposent avec quelques options payantes, mais c'est des solutions en ligne. Donc ça va être les Wix, les WordPress.com, donc toutes les solutions auto-hébergées. Vous ne chargez de rien et vous avez juste à remplir les informations. Donc ça va être les moins coûteuses, les plus rapides à mettre en place et les moins optimisées niveau référencement. Donc c'est bien pour tester une idée, pour commencer à être en contact et puis avoir une page, et puis pourquoi pas la retravailler après. Mais d'autre part, vous n'êtes pas du tout propriétaire. Donc ça veut dire que vous ne pourrez jamais récupérer le contenu pour après l'exporter et passer sous une autre solution. La deuxième solution, c'est l'utilisation de CMS. Donc là, comme on en parlait tout à l'heure, donc c'est Content Management System. Donc c'est un système de gestion de contenu. Donc il en existe beaucoup. Il y a WordPress, vous avez Drupal, Joomla, donc ça pour ce qui est des sites et des blogs. Vous avez aussi des solutions comme PrestaShop, Magento qui sont pour la partie e-commerce. Donc il y en a énormément et ça en général vous allez pouvoir les installer sur votre propre hébergement, avoir un petit peu plus la main dessus, donc ce qui vous permettra d'optimiser le référencement et d'avoir une solution assez rapide à mettre en place contrairement à du développement sur mesure. En revanche, toujours le problème d'une solution dont on n'est pas auteur, vous allez être limité en termes de fonctionnalités par rapport à ce qu'ils proposent. Donc il faut bien réfléchir en fonction des fonctionnalités qui sont indiquées pour chacune des solutions. Est-ce que ça couvre tous mes besoins actuels et mes besoins futurs? Parce qu'après, il sera beaucoup plus difficile de le faire migrer. Donc il faut bien tout de suite réfléchir aux perspectives d'évolution par la suite. Est-ce que ça va pouvoir couvrir tous mes besoins? Et la troisième solution, c'est un développement sur mesure qui vous permet de répondre pleinement à vos besoins et d'être flexible et évolutif. En revanche, les gros inconvénients, c'est le temps de développement. Donc vous allez avoir beaucoup plus de temps d'attente avant de pouvoir disposer de votre site internet et l'éventuelle possibilité de mettre à jour vos contenus. Ça dépend si dans la solution sur mesure, vous avez prévu une interface d'administration ou pas. Et forcément, le coût, vu que c'est du développement sur mesure, le coût va être plus important que des solutions gratuites ou sous forme de SaaS.
Merci. Donc, je voyais aussi créer une chaîne YouTube et insérer des liens vidéo sur votre site qui renvoient ces vidéos. Oui, donc tout à fait, c'est ce que je disais. Donc, pas forcément mettre le fichier en lui-même, mais mettre des liens. Ce qui vous permettra d'une part de les mettre en avant dans votre site avec ce qu'on appelle des iframes. Donc en fait, ça fait un cadre qui vient intégrer la vidéo. Donc en fait, elle n'est pas présente sur le site, donc ça ne vient pas alourdir. Et d'autre part aussi, vous allez pouvoir vous servir de vos chaînes YouTube, sachant que c'est un outil de Google, pour le mettre en avant dans les données structurées. Donc vous allez pouvoir dire à Google que quand on arrive sur cette page d'accueil, elle contient une vidéo qu'on trouvera sur YouTube qui a tel titre et telle description. Et ce qui va faire que dans les résultats, vous allez apparaître dans les résultats classiques, vous allez apparaître dans les résultats vidéo, et elle va être mise en avant du coup pour améliorer ce référencement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Eh bien, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. De rien. Nous espérons que ça a répondu à toutes vos interrogations. Si néanmoins vous en aviez encore, n'hésitez pas à nous faire des mails, que ce soit à Ingrid, à Kevin, à Valérie ou à moi-même, et on pourra vous rediriger, vous répondre en tout cas à votre demande. Ingrid, Kevin, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, on remercie évidemment tous les participants, Monsieur Foulon pour son intervention, pardon. Et puis, je vais compléter en disant que donc c'était la deuxième session de ce mois du numérique, édition numéro 2. On a encore 4 autres rendez-vous en fait qui sont prévus, dont un demain et ensuite la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur du coup les thèmes qui vous intéressent. Et enfin, vous allez recevoir aussi une enquête de satisfaction suite à votre participation pour nous faire part du coup de vos retours et également de vos desiderata en fait sur de potentiels sujets qu'on pourrait aborder avec vous dans ce cadre. Merci beaucoup. Bonne journée. Excusez-moi, pour le webinaire d'hier qui n'a pas pu avoir lieu, il va être reprogrammé ou pas? Oui, on est en train de s'organiser sur ce sujet, monsieur. Donc, okay. on vous tient informé. D'accord, ça marche, merci. Bon après-midi, merci, monsieur Foulon. Merci à vous. Merci.